Bon, alors, donc la suite, ça c'était un exemple qui vous permet de montrer comment les choses ont été structurées et l'allocation qui est faite pour les blocs d'index pour mettre en œuvre un fichier de taille donnée à 526. Donc vous pouvez choisir d'autres tailles et donc appliquer la méthode automatiquement pour savoir quel est le nombre d'index nécessaire pour votre fichier. Alors, ça, c'est la méthode effectivement qui a été réalisée sur le système Unix et qui permet effectivement de résoudre ce problème de taille et de résoudre le problème aussi d'accès direct et séquentiel en même temps. Ça veut dire qu'il offre cette possibilité et qui est automatiquement réalisée, sauf qu'il y a un prix à payer. Alors, ce prix à payer, c'est qu'à un moment donné, vous avez une entrée-sortie logique qui nécessite deux accès physiques ou de trois accès physiques, etc. Comment les choses ont été réglées par la suite, ça, on verra la solution quand je présenterai le système Unix. Je vous donne la solution et comment ils ont pu résoudre ce problème pour atténuer un peu ce temps d'accès et essayer de réduire ce temps d'accès. Pour Windows, c'est un peu la table des fichiers qui est utilisée. Sauf que le problème des gens de Windows, c'est qu'ils ne donnent pas beaucoup de détails sur leur implémentation. Donc au départ, ils avaient utilisé quelque chose qui ressemble à FAT, ce que j'ai montré. Ensuite, ils ont utilisé la table des fichiers maîtres, etc. Mais il y a beaucoup de données qui manquent et c'est pour ça que vous ne trouvez pas Windows utilisé comme un système pédagogique. Pourquoi? Parce qu'en général, ils gardent leur système comme boîte noire, donc on ne sait pas ce qui se passe exactement à l'intérieur. Alors, j'avais dit que ça, c'était le côté allocation de l'espace pour les blocs. Et naturellement, il y a le côté caché, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, on avait dit qu'à chaque fois, j'ai besoin d'allouer un bloc, je vais allouer dans un bloc libre. Là, c'est vrai qu'on a vu les choses de visu, savoir que tel bloc il est libre. Mais pour le système, comment il voit que tel ou tel autre bloc est libre? Donc, il est obligé aussi d'organiser l'espace libre concernant ces blocs. Et donc, pour lui, l'espace disque, c'est un espace qui est constitué de blocs. Et bien entendu, il faudrait distinguer quels sont les blocs qui sont libres et quels sont les blocs qui sont occupés et par qui ils sont occupés. Donc, on a vu un peu cet aspect-là. Les blocs occupés, ils sont occupés par qui? C'est grâce aux tables d'index de chaque fichier, on a toute la liste des blocs qui sont occupés. Maintenant, quels sont les blocs qui sont libres? Donc, automatiquement, il y a deux solutions majeures. C'est on a un vecteur de bits donc, qui est utilisé. Ce vecteur de bits, c'est quoi? C'est qu'on avait dit que le disque est un ensemble de blocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un bloc, il suffit d'avoir un bit. Et avec un statut de chaque bit qui permet non, parce que là, est-ce que c'est visible ou pas? Ok, donc c'est bon, on est sur la page sur un vecteur de bits. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si j'ai un bloc, si j'ai un disque de n blocs, il suffit d'avoir n bits qui permettent de localiser l'ensemble des blocs. Et donc, sinon, l'autre possibilité, c'est quoi? C'est que j'ai un bloc libre, donc il suffit d'avoir un pointeur du premier bloc libre, et ensuite de chaîner l'ensemble des blocs au premier bloc, et ça me permettra d'avoir cette organisation. Donc, globalement, il y a deux organisations qui sont le vecteur de bits ou bien la liste chaînée.
Alors, dans la première solution, le bloc libre, donc le bit, il est à 1 pour dire il est libre, il est à 0 pour dire qu'il est alloué. Et donc ici, si j'ai une structure d'un disque, donc grâce au vecteur de bits, je peux localiser n'importe... ça devient embêtant, cette histoire. Donc ici, je vais... le voilà. Donc, voici la structure. Donc, j'ai un ensemble de bits, donc avec la signification suivante, bit libre est égal à 1, bit 0, qui veut dire alloué. Donc ici, ce vecteur de bits représente l'état de ce disque. Et donc là, c'est un truc très facile à localiser les bits, les blocs qui sont libres au niveau d'un système. Ça, c'est la solution qui a été utilisée par Macintosh et qui permet de localiser les blocs libres d'une manière automatique. Alors, il y a aussi l'autre possibilité. C'est quoi? L'autre possibilité, c'est d'avoir un bloc libre. L'ensemble des blocs libres, c'est quoi? Il suffit d'avoir un pointeur au niveau du système de disque. Le pointeur qui pointe vers le premier bloc qui est libre. Et ensuite, comme les blocs sont libres, donc je peux toujours utiliser à l'intérieur de chaque bloc un pointeur qui donne sur le prochain bloc libre. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin. Et donc, la structure de cette organisation, c'est qu'à chaque fois qu'un fichier va libérer un bloc, l'idée, elle est très simple. Donc, il suffit de chaîner ce bloc directement en tête de la liste. Pourquoi? Parce que j'ai le pointeur de tête, et donc automatiquement, ce que je peux faire, c'est de chaîner vers ce premier bloc, et ce premier bloc qui va être chaîné vers le nouveau qui a été intégré. Et donc, ça, c'est la technique qui est utilisée pour la gestion de l'espace des blocs libres qui se trouvent sur le disque. Donc, c'est une méthode qui est très simple, qui n'est pas coûteuse. Donc, il suffit d'avoir juste un pointeur au niveau de l'espace disque qui indique quel est le premier bloc libre. Et je sais que ce bloc, il va être chaîné à l'ensemble des autres blocs qui vont être mis dans cette liste de blocs libres. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin de faire une allocation, il suffit de parcourir cette liste et donc automatiquement d'enlever le bloc qui est tête de liste. Ensuite, passer au bloc suivant. Si tu as besoin du bloc suivant, tu vas le prendre et ainsi de suite. Donc, faire l'allocation des blocs d'une manière assez simple et assez souple, surtout. Donc, ce qu'il y a eu aussi, il y a eu des variantes qui permettent d'utiliser une liste chaînée, mais avec des zones qui peuvent être contiguës. C'est-à-dire que ici, la liste chaînée directement sous cette forme-là, là, vous remarquez qu'on a trois blocs qui sont consécutifs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, je dirais, directement la liste. Et là, vous voyez que ce bloc-là, il y a trois blocs qui sont contigus, donc l'un à la suite de l'autre, et j'ai le pointeur directement vers le prochain. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils se trouvent automatiquement juste derrière. Et donc, je peux avoir cette variante qui permet d'accélérer le processus d'allocation, le cas échéant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin de 3 blocs ou de 4 blocs. Automatiquement, tu vas allouer. Et comme tu vois qu'il y a des blocs qui sont contigus, donc tu peux avoir directement l'allocation chaînage suivant. Oui, ça c'est ma ligne Internet. De temps en temps, il y a des coupures. Donc, j'avais dit que pour ce slide, c'est l'organisation de la liste. Elle peut être légèrement changée. C'est-à-dire, vous avez une liste chaînée, effectivement, mais quand il y a des blocs qui sont contigus, automatiquement, le chaînage peut être court-circuité directement. Donc, ici,
il y a 3 blocs donc contigus, donc le chaînage il va être directement sur là. Les autres chaînages sont implicites. Pourquoi? Parce qu'ils sont contigus. Là, j'ai 3 pour dire que j'ai 3 blocs qui sont contigus l'un à la suite de l'autre. Et donc ça, ce qui facilite à un moment donné, quand il y a plusieurs blocs à louer en même temps, je peux utiliser cette information pour allouer plusieurs blocs en même temps. Alors, la même chose qui a été intégrée dans la FAT, donc pour avoir ce système, je dirais, qui permet d'avoir dans la FAT, on a vu tout à l'heure juste l'aspect des blocs qui sont occupés grâce au chaînage. Automatiquement, tu as la liste des blocs d'un fichier, mais tu peux avoir aussi, concernant les blocs qui sont libres, c'est qu'ils ont un statut particulier, par exemple ici nul qui permet d'indiquer la fin d'un fichier. Là, tu as le statut libre qui permet de dire que ce bloc est libre. Ça veut dire que tu as une table, tu peux parcourir ta table et tous les statuts libres indiquent qu'il y a des blocs libres. Donc, si je veux faire une allocation, c'est de choisir un ensemble de blocs qui ont le statut libre pour pouvoir les sauvegarder. Alors ça termine la partie qui était liée à l'occupation de l'espace par le fichier, donc l'espace occupé et l'espace libre. Maintenant, on passe à un autre aspect qui permet aussi de faciliter la vie à l'utilisateur en termes de fichiers logiques physiques et comment désigner ces fichiers et comment organiser ces fichiers-là. Alors, pour l'organisation des fichiers, le premier problème qui était, auquel était confronté le système d'exploitation, c'est comment permettre à l'utilisateur d'organiser ces fichiers pour qu'il puisse accéder à ces fichiers d'une manière facile. Donc, ce qu'il y avait comme moyen, c'est quoi? C'est d'organiser cette notion de répertoire. C'est-à-dire, dans un répertoire, je peux avoir plusieurs fichiers. Et donc, ça, c'est un peu l'organisation hiérarchique, et je peux avoir même un truc à plusieurs niveaux. Donc, au niveau du répertoire, donc le répertoire, lui, m'indique tous les fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai chaque fichier et je dois avoir des informations liées à ce fichier. Entre autres, quel est le nom du fichier, la date de création, le pointeur vers le bloc, etc. Donc, toutes ces informations-là se trouvent au niveau du répertoire pour pouvoir accéder au fichier. Alors, un des problèmes, je dirais, le répertoire, c'est que c'est quelque chose qui est géré par le système de gestion de fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez le répertoire réellement, c'est quoi? C'est un fichier dans lequel le système d'exploitation, c'est lui qui a les droits pour, je dirais, manipuler ce fichier. Parce que quand vous créez un fichier, ça veut dire quoi? C'est vrai que la finalité, vous créez un fichier. Mais avant de le créer, vous êtes, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une entrée dans le répertoire pour votre fichier, qui permet d'avoir son nom, ses caractéristiques, sa taille, sa date de création, son propriétaire, etc., etc. Et donc, le répertoire, vous pouvez le voir comme étant un fichier où seul le système d'exploitation peut, je dirais, manipuler ce fichier. Et d'ailleurs, dans le répertoire, ce n'est pas vous qui va créer l'ensemble des informations. Donc, à un moment donné, vous, quand vous créez un fichier, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous mettez touch fichier, c'est ce que vous avez indiqué, c'est juste le nom de fichier. Vous n'avez pas donné la date de création. Vous n'avez pas donné la date, la propriété, qui est propriétaire de votre fichier. Vous n'avez pas donné les droits d'accès, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là sont pris automatiquement par le système d'exploitation. Et donc, c'est lui qui va intégrer toutes ces données à l'intérieur. Et par la suite, vous avez bien entendu la possibilité de modifier, par exemple, en général, pour les droits d'accès, vous avez les droits d'accès par défaut. Si vous voulez les modifier, il y a l'instruction chmod qui permet de changer le mode d'accès à un fichier. Et donc, cette organisation de répertoire, c'était un outil qui a été permis justement pour réaliser cette tâche de création et de suppression de fichiers au niveau du système de gestion de fichiers. Et donc là, c'est ce que j'ai dit,
chaque fichier, ça veut dire qu'on crée une entrée au niveau du répertoire et c'est comme ça que les choses sont gérées. Et donc, automatiquement, chaque entrée au niveau de votre répertoire, c'est quoi? Ça vous permet d'avoir le nom de votre fichier. Ça permet d'avoir le type de fichier, la taille du fichier, le propriétaire, la protection, la date de création, l'adresse des zones de données, c'est-à-dire ça où on trouve les pointeurs vers les blocs dont on a parlé tout à l'heure, puisque j'ai dit qu'il y a une structure d'inode. Donc la structure d'inode, c'est celle qui se trouve ici, à cette zone-là. Donc, qui vous permet effectivement d'avoir l'information pour dire où est-ce qu'il est stocké, l'information, où est-ce qu'elle est stockée sur le disque, effectivement, c'est-à-dire sur quel bloc l'information se trouve. Et donc, ça, toutes ces informations-là, ce n'est pas l'utilisateur qui les fait, c'est le système d'exploitation parce qu'il sait où est-ce qu'il a alloué les blocs et donc où est-ce qu'ils sont, ces zones de chaînage, etc., les blocs d'index, etc., toutes ces informations se trouvent à ce niveau-là. Et donc ça, c'est géré explicitement par le système d'exploitation grâce à cette notion de répertoire qui est intimement géré par votre système d'exploitation. Alors, au départ, on a commencé par des solutions simples donc, au niveau système d'exploitation. On a commencé par un répertoire à un niveau. Ça veut dire que tout le système de gestion de fichiers, c'est quoi? Il y a un seul répertoire. C'est-à-dire comme si vous avez le répertoire racine qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, le problème, c'est quoi? Ce répertoire-là, il va contenir les noms de fichiers qui vont être créés. Le problème qui est posé, c'était les utilisateurs. On avait dit qu'on donne le droit à l'utilisateur de donner le nom de son fichier. Et automatiquement, deux utilisateurs peuvent avoir le même réflexe, c'est-à-dire nommer leur fichier par le même nom. Et donc, automatiquement, ce qu'il va y avoir, il va y avoir une collision. Pourquoi? Parce que tu vas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Quand un utilisateur demande à lire un fichier, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il va parcourir ce répertoire. Ben, le premier fichier qui porte ce nom, il va essayer de l'ouvrir pour l'utilisateur. Et ça, c'est ce qui va poser un problème. Et donc, on était obligé au niveau des systèmes d'exploitation, c'est de passer à un seuil supérieur, c'est-à-dire à un répertoire à deux niveaux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs utilisateurs. Et donc, on va différencier les utilisateurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a le répertoire racine. Ensuite, on va avoir des répertoires pour chaque utilisateur. Et donc, de la sorte, effectivement, si Ali va nommer son fichier 1, Reda peut toujours faire la même chose et nommer son fichier avec le nom 1. Et donc là, on ne peut pas avoir de collision. Pourquoi? Parce que les fichiers sont, je dirais, deux noms qui sont locaux par rapport à un sous-répertoire. Et donc là, on fait cette distinction entre l'utilisateur Ali et l'utilisateur Reda en termes de nom de fichier. Donc, chacun peut nommer ses fichiers comme il veut, même s'il y a les mêmes noms choisis par Ali et Reda, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que l'accès à ce fichier se fait via la racine vers le répertoire de l'utilisateur. Et donc là, il n'y a aucun problème de collision qui peut se passer entre les deux utilisateurs. Et ça, cette solution a permis de régler ce problème et donc de permettre toujours que l'utilisateur, c'est lui qui choisit le nom de son fichier. Et par la suite, ce qui a été fait, c'est d'essayer d'étaler un peu, je dirais, cette solution. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est d'étaler cette solution pour aller un peu plus loin et permettre une meilleure aisance pour l'utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on a fait? On a généralisé cette architecture de répertoire. Donc, on va adopter, et c'est ce qui a été fait dans Unix et dans tous les systèmes d'exploitation, c'est cette architecture hiérarchique de répertoire. Et donc, je peux organiser facilement mes répertoires. Donc, au niveau de l'utilisateur Ali, tout à l'heure, il y avait un seul niveau, donc ce qui pouvait compliquer la vie à l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de fichiers qui n'est pas facile de cerner d'une manière visuelle. L'idée, c'est quoi? C'est d'organiser au niveau de l'espace Ali lui-même des sous-répertoires. Et donc, par exemple, en tant qu'étudiant, vous pouvez organiser vos répertoires pour dire
Voici, par exemple, tous les fichiers qui sont liés au premier module, ensuite les fichiers liés au deuxième module, le répertoire qui est dédié au divertissement, le répertoire qui est dédié à des rapports, etc., etc. Et donc, vous pouvez organiser vous-même votre répertoire selon vos besoins. Et donc, ça, c'est grâce à cette organisation hiérarchique de répertoire qui a été adoptée par le système d'exploitation et qui permet une meilleure facilité. Et ça, c'est en conformité avec l'objectif du système d'exploitation de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Donc là, on a facilité l'usage des fichiers pour l'utilisateur grâce à cette organisation hiérarchique sur la base de répertoire et qui permet à chaque fois de créer des fichiers, de supprimer des fichiers, etc., sans aucun autre souci. Et donc, cette organisation, c'est l'organisation arborescente qui a été adoptée dans tous les systèmes d'exploitation modernes. À l'origine, c'était le système Unix qui a mis en œuvre cette solution-là et qui a permis effectivement d'organiser les fichiers sous la forme la plus simple. Donc ça, c'est pour l'organisation. Effectivement, le nom du problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que vous avez l'arborescence qui est utilisée. Donc, un chemin unique mène de la racine vers le fichier. Donc, tous les fichiers sont repérables d'une manière unique. Donc ça, c'est ce qui termine cette partie.